Bonjour et bienvenue tout le monde à ce live ActiveVision avec InnovaFeed sur la data au cœur des processus et des décisions. Merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Martin Ly pour ActiveVision. C'est à moi que revient le plaisir de vous accompagner durant cette heure d'avant-déjeuner et pour notre premier live de l'année 2022. On se retrouve sur LinkedIn après un court passage sur YouTube. Je suis content d'être là de nouveau. Je suis un peu plus à l'aise, je vais être honnête. Et je suis content aussi de retrouver un panel dynamique et passionné aujourd'hui. Tout d'abord, Ariel Mimouni, OS Manager chez InnovaFeed. Bonjour et bienvenue Ariel. Bonjour Martin. Et ensuite, responsable Business Intelligence d'InnovaFeed, Olivier Bastard. Bienvenue. Bonjour. Voilà, donc l'agenda de notre événement aujourd'hui. On va démarrer par une petite présentation, introduction de l'activité d'InnovaFeed pour bien comprendre leur raison d'être, ce qu'ils font. Discussion ensuite sur l'approche analytique et la place pour la data dans leur stratégie. Nous parlerons des choix technologiques et des motivations derrière ces choix avant de creuser les différents cas d'usage. Ariel et Olivier nous ont préparé quelques éléments et quelques exemples. Ces sujets ont aussi un impact sur l'individu, bien entendu. Nous prendrons un petit peu de temps pour discuter de l'impact justement chez Ariel et Olivier avant de parler un petit peu de l'avenir. Maintenant, quelques petits rappels de règles pratiques pour un live LinkedIn. Donc, ce format live ne nous permet pas d'interagir verbalement, oralement avec vous. Par contre, vous pouvez toujours interagir avec nous via le chat. On a déjà envoyé quelques messages de bonjour. Vous pouvez donc les retrouver en dessous de la fenêtre du live. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous faire remonter vos commentaires, vos remarques. Si une question que vous posez est pertinente par rapport au contenu qu'on est en train de présenter, je pourrais prendre la question en direct. Sinon, nous avons un temps dédié tout à la fin pour traiter toute question que vous avez en dehors de ces propos-là. Voilà, je vous propose du coup, Ariel, Olivier, de commencer par le début. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais commencer peut-être. Je vois que j'ai des petits soucis de connexion. Bon, ça devrait le faire. Allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas InnovaFeed, petite description peut-être de l'activité et de l'histoire. Bonjour à tous. Donc, InnovaFeed, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans, une entreprise de biotechnologie qui a pour ambition de mener l'industrie vers une alimentation plus durable. Ce qu'on fait, c'est qu'on élève des larves de mouches et qu'on les transforme on produit deux produits principaux, de la farine et de l'huile, qui, eux, servent à participer à une alimentation plus durable de porc, de poulet et majoritairement de poisson. Il y a une forte demande justement dans ce cadre d'activité? Effectivement, une forte demande, en l'occurrence dans l'aquaculture, puisqu'on mange de plus en plus de poissons en général, de poissons d'élevage, et que les poissons d'élevage eux-mêmes mangent actuellement des petits poissons qu'on pêche. Donc l'idée, c'est de remplacer une partie de cette pêche par des protéines d'élevage. D'accord. Ça fait combien de temps du coup, tu disais? Donc l'entreprise a été créée il y a 5 ans. 5 ans, aujourd'hui on est 250, on double à peu près chaque année. Ok, vous répondez à des enjeux particuliers ou est-ce qu'il y a une orientation stratégique particulière par rapport à cette mission que vous avez? L'objectif, c'est de créer ce marché et d'être leader sur le marché de façon mondiale. Peut-être une particularité, c'est que c'est une start-up mais industrielle. On grossit très rapidement puisqu'il faut construire des usines et les opérer. Je pense que c'est particulièrement intéressant. C'est assez rare de rejoindre justement une start-up dans un nouveau domaine, qui plus est dans l'agro-industrie, et qui a cette ambition qui se vérifie année après année d'être leader sur le marché. Et tu disais que c'est un marché que InnovaFeed crée. Est-ce qu'il y a justement d'autres offres, entre guillemets, dans ce domaine ou est-ce que non, c'est totalement nouveau? Non, il y a d'autres entreprises qui participent à cette création de marché et qui en sont à peu près au même niveau de développement ou un peu moins. Très bien. Parlons maintenant de la donnée dans tout ça et le rôle que joue l'analyse de la donnée dans la stratégie d'InnovaFeed. Olivier, je vais peut-être me tourner vers toi pour démarrer la réponse à cette question. Oui, alors
la donnée est un élément central chez nous. C'est au cœur vraiment des enjeux et de beaucoup de discussions. Alors ça peut paraître un petit peu commun de dire ça, mais comme l'a évoqué Ariel, on est une startup industrielle, c'est-à-dire qu'il y a on a déjà 2 sites de production, il y a beaucoup de machines, beaucoup de capteurs qui ont été installés dès le départ. Donc l'idée au début à la création de ces sites de production, ça a été d'emmagasiner et de collecter un maximum de données possibles, que ce soit des données renvoyées par des automates, des capteurs, des machines, ou par des opérateurs, par exemple, sur des échantillons, sur des données zootechniques. C'est un aspect un peu pionnier. L'élevage d'insectes, c'est quelque chose qui a déjà été fait un peu partout dans le monde, mais à cette échelle, c'est tout nouveau. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le fait de pouvoir baser des décisions et guider l'activité et piloter l'activité qui est totalement nouvelle et pouvoir ajuster un petit peu les process ou même les construire, il faut qu'on puisse se baser sur un maximum de connaissances. Et donc, c'est pour ça que la donnée, d'une part, il faut la collecter, il faut l'interpréter, on y reviendra par la suite, mais c'est un élément qui est clé dans nos échanges avec tous nos clients en interne, que ce soit côté ingénierie, production ou autre. Justement, on parle de construction de connaissances puisqu'on est sur des métiers nouveaux ici. Ariel, toi qui es plutôt côté production, du coup, du moins dans les métiers que tu accompagnes, quel est le rôle de cette augmentation de connaissances pour toi? Donc, la croissance de notre savoir, enfin, je dirais effectivement, cette collecte de données et cette analyse de données va servir sur 2 points essentiellement. Le premier point, c'est améliorer notre connaissance zootechnique pour améliorer nos conditions d'élevage et nos process dans les usines. Mmh. Et le deuxième point, donc qui est très stratégique puisqu'on est constamment en train de monter en charge dans nos usines. Depuis 3 ans, on a des usines et on a toujours pour objectif de monter en puissance. Et le deuxième point, c'est améliorer notre efficacité dans les process. Donc, c'est pas seulement mieux comprendre ce qu'on fait, mais c'est également se passer l'information et éviter toute activité qui n'a pas une forte valeur ajoutée, si elle peut être faite automatiquement. Donc, par la mise en place d'applications ou de logiciels un peu plus évolués qui vont permettre de faciliter la vie des personnes, aussi bien dans les usines de production que pour toutes les fonctions, on va dire, support d'Innovafeed, qui ont besoin qui peuvent avoir des activités qui sont automatisées. Et j'imagine que comme on est dans un milieu nouveau, vous avez besoin d'apprendre et de vous adapter rapidement. C'est pas quelque chose, vous avez comment dire, des petites améliorations par-ci par-là, il y a quand même des choses à fort enjeu. Effectivement, l'objectif, c'est de monter en charge très, très rapidement, donc d'améliorer nos connaissances très rapidement et de capitaliser sur ce savoir-faire pour ensuite pouvoir se baser sur notre usine de Nesle qui est à taille cible et pouvoir la dupliquer. Entre guillemets, évidemment, c'est jamais aussi simple, mais dupliquer les technologies, aussi bien d'équipements pour produire ces larves et les transformer, que les technologies et les process qu'on aura mis en place pour opérer cette usine. Donc, ça passe également par nos applications et nos logiciels qui doivent être robustes et duplicables sur toutes nos usines partout dans le monde par la suite. Donc, j'entends en fait un double défi. Il y a cette notion de s'adapter rapidement, mais aussi d'industrialiser la chose pour pouvoir le reproduire ailleurs, sur d'autres usines, par exemple. OK. Alors c'est très intéressant parce que du coup, ça implique qu'il y ait une double notion et une double exploitation de la donnée d'un point de vue analytique. On a beaucoup parlé de ça lors des préparations de cet événement, de cette distinction entre analyse transactionnelle et analyse décisionnelle. Déjà, comment se matérialise cette distinction et ces 2 cas d'usage chez Innovafeed, Olivier? Alors, il y a effectivement cette partie de collecte, de saisie de la donnée, et il y a après ensuite l'interprétation de ces informations. Sur la couche transactionnelle, Ariel est chez Innovafeed depuis plus longtemps que moi, donc elle pourra se souvenir davantage des challenges qu'il y avait au départ et ils ont évolué. Mais il y a eu la nécessité de structurer un petit peu la collecte ou la saisie de données sur vraiment la couche transactionnelle pour structurer et rationaliser
ces différentes informations qui sont saisies par les opérateurs ou par d'autres équipes. Et puis il y a la partie décisionnelle où là il faut également donc pouvoir prendre le relais, intégrer ces données, les collecter, les visualiser et pouvoir les interpréter rapidement à mesure que la donnée est mise à disposition. Donc on a ces deux distinctions. Concrètement, on a deux équipes qui travaillent main dans la main sur la partie application vraiment opérationnelle, application métier en usine ou auprès des services support comme l'a évoqué Ariel, et la partie collecte, stockage, transformation et visualisation de la donnée. Donc ces deux aspects travaillent main dans la main et s'enrichissent mutuellement, puisqu'il y a des choses, il y a des interdépendances qui sont assez évidentes entre les deux domaines. D'accord. Alors, en discutant encore une fois de ce sujet et du projet, notamment au démarrage, le projet s'est lancé d'abord sur des problématiques d'architecture et de stockage de données, si ma mémoire est bonne. Pourquoi ? Alors l'idée, une fois je parle sous le contrôle d'Ariel, puisque je suis arrivé une fois que ces choix étaient faits, mais ils sont toujours très pertinents, on y reviendra aussi. Mais l'idée, c'était de constituer la colonne vertébrale de la donnée chez Novafeed. Donc à la fois sur la possibilité ou la capacité de se connecter à n'importe quelle source de données, sans avoir de visibilité sur quelles allaient être ces sources de données, en tout cas pas la vision exhaustive. La possibilité d'avoir un environnement de stockage, un data warehouse, en l'occurrence, qui puisse s'adapter à un volume de données qui au départ évidemment était très faible, mais à mesure que l'activité grandit, que les sites de production ouvrent, devient de plus en plus important, avec de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'informations qui sont récupérées. Et puis sur la visualisation, de la même manière, un outil qui soit simple, facile à prendre en main et qui puisse s'adapter à cette courbe de croissance assez exponentielle. On a été créé il y a 5 ans, on est déjà à 250 salariés et ça va encore continuer. Donc il faut aussi s'adapter à un public de plus en plus large et une donnée de plus en plus riche. Donc c'était pour répondre au final à des besoins anticipés et l'avenir, mais partant d'un premier cas d'usage qui était très concret, Ariel, c'est ça ? Oui, exactement. On avait notre première usine pilote de Gouzeaucourt, et il fallait comprendre ce qui se passait pour améliorer les process et la semaine suivante décider peut-être d'une nouvelle manip, d'un nouveau fonctionnement. Et donc, cette semaine, on faisait la production de la semaine précédente et on devait prendre des décisions rapidement. Donc, assez rapidement, on s'est mis à collecter de la donnée via des formulaires qui nous mettaient la donnée sur des fichiers Excel. Et puis, on faisait tourner des macros pour avoir des rapports qui se construisaient, on va dire, automatiquement chaque semaine. Et assez rapidement, ces fichiers Excel sont devenus beaucoup trop gros et les macros ne fonctionnaient plus, ou on a également voulu pouvoir construire ces rapports à partir de multiples sources de données, pas seulement les données qui venaient des opérateurs, donc des données qui venaient d'automates ou de capteurs, ce qui n'était donc plus possible. Donc on a dû se tourner vers des systèmes un peu plus puissants et donc c'est là où on a commencé à faire appel à ActineVision pour faire les bons choix. J'imagine que la problématique Excel liée à ces soucis de volumétrie, mais j'imagine aussi de qualité, hein, c'est des choses qu'on entend souvent sur les saisies, etc. Ça va parler à beaucoup de gens. Et effectivement, c'est là que la relation entre Innovafeed et ActineVision avait démarré. Alors du coup, votre choix s'est porté sur un stack technologique qu'on voit à l'écran, hein, qui est Matillion, Snowflake, Microsoft Power BI. Pourquoi ce choix ? Je dirais que la première chose, c'était de savoir que les deux personnes qui ont commencé à réfléchir sur ces points-là chez Novafeed ne sont pas issues du monde de la data et avaient besoin de pouvoir prendre en main des outils, encore une fois, puissants et robustes, mais qui soient facilement appréhendables. Donc, c'est en particulier Matillion et Matillion qui s'intègre bien avec Snowflake. Et assez facile à prendre en main pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques de la data. Et pour les autres points, côté plus technique, je vais laisser Olivier expliquer ce qui nous va bien aujourd'hui maintenant dans ces différents outils.
Oui, il y a sur la partie ETL, donc Matignon, il y a ce qu'on a évoqué, le fait qu'on a vraiment une possibilité de se connecter à tout un ensemble de sources de données. Donc il y a cet aspect un peu de connexion universelle et de cette plateforme très très flexible. Euh, le point qu'a évoqué Ariel sur la rapidité de prise en main et sur la simplicité d'usage, il est très important aussi parce que l'équipe grandit sans cesse. Donc la possibilité pour un nouveau membre de l'équipe d'arriver, de pouvoir comprendre et capitaliser ou construire sur ce qui a été fait, c'est aussi très important. Donc Matignon est un outil super pour ça, c'est qu'on peut avoir une interface qui nécessite peu de développement très technique. On peut le faire si on le souhaite, on peut aller dans le code, mais on a quand même une interface graphique qui facilite grandement les choses avec des aides et des guides qui sont assez bien faits. Sur la partie Snowflake et Data Warehouse, le modèle de Snowflake étant le fait de séparer le stockage de la donnée d'un côté et l'utilisation, donc l'usage qui en est fait, c'est aussi très intéressant puisqu'on va emmagasiner tout un tas de données maintenant et on n'a pas forcément l'usage de 100% de ces données. Il y a beaucoup d'informations sur lesquelles on a besoin d'avoir du recul sur quelques mois, quelques années même. Et donc le fait de pouvoir stocker ces informations en attendant et faire des cas d'usage et de pouvoir faire tourner la partie compute donc sur Snowflake, c'est-à-dire le moteur uniquement sur les cas d'usage qui ont été identifiés, c'est aussi super intéressant et je pense que ça sera toujours valide pour les prochaines années. Et sur la partie Power BI également, c'est la même chose. On peut commencer sur un petit pool d'utilisateurs, mais très flexible et en totale autonomie, et au fur et à mesure professionnaliser un petit peu l'approche, industrialiser l'approche. Et là-dessus, Microsoft offre un panel de fonctionnalités plus ou moins professionnelles. Et donc c'est là où on structure de plus en plus les choses. On notera aussi que les 3 solutions sont dans le cloud, qui répondent du coup à la problématique d'évolution et de suivre la croissance d'Innovafeed. Tout à fait, sans avoir besoin d'une infrastructure, de serveurs, de gros investissements côté machine. Ouais. Très bien. Olivier, je vais rester avec toi du coup pour entamer le sujet de vos cas d'usage. Commençons peut-être par le début de la chaîne. Tu as peut-être des éléments à partager. Je vais demander à Thomas en régie de faire ce switch-là. Merci Thomas. Vas-y du coup Olivier, parle-nous de ces cas d'usage data. Ouais, alors on a pris quelques exemples qui sont assez intéressants chez nous. Il y a quelques éléments qui vont être assez génériques. Je préviens d'emblée puisqu'il y a une confidentialité qui est assez forte sur certains aspects. L'idée, c'est de vous présenter de manière très macro l'architecture de données. C'est une vue très simplifiée, mais on va avoir la partie source de données dans laquelle on va retrouver toutes les informations tous les capteurs, tous les automates, toutes les machines, tous les systèmes de supervision, par exemple. Des données d'applications opérationnelles, d'applications métiers dans le cloud, et puis des applications. Et Ariel y reviendra tout à l'heure. C'est la partie sur laquelle elle travaille beaucoup avec, par exemple, le RP. C'est des applications qui sont faites en interne avec l'aide d'Activision, notamment sur Power Apps. Donc la partie BI, c'est une fois que ces informations sont collectées et à disposition, pouvoir les récupérer dans Matignon via une ETL, les intégrer dans Snowflake, et puis ensuite avoir des usages plutôt de visualisation ou alors des usages un petit peu plus poussés sur des modèles statistiques, sur du machine learning. En double flux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enrichir l'information et la renvoyer ensuite dans l'entrepôt de données. Donc là-dessus, je vais revenir sur certains aspects. D'accord. Et sur des cas d'usage qu'on a à différents maillons de la chaîne. Le premier que j'évoquais juste avant, c'est la possibilité de Matignon de se connecter à plein de sources. Ça a été ça a eu beaucoup de valeur ajoutée pour nous, puisque chaque service, chaque département, chaque équipe a, à mesure que l'activité grandit, intégrer ses propres outils, des outils spécifiques, des outils du marché, des outils développés en interne. Et dans tous ces cas de figure, il y a des cas d'usage qui apparaissent côté BI, côté visualisation, et ça nécessite de pouvoir récupérer les données de manière simple, rapide et fiable. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore atteint les limites de Matignon, dans le sens où il n'y a pas vraiment de sources de données sur lesquelles on n'a pas pu se connecter. Ça, c'est un aperçu non exhaustif de toutes les informations qu'on récupère. Ça peut être sur des systèmes cloud, des applications
ou des bases de données. Ça peut être aussi sur des serveurs en interne, des serveurs physiques. Par exemple, les bases de données de capteurs, les outils de supervision, les automates, ce genre de choses. Et puis, sur des outils comme des ERP, par exemple, mais aussi récupérer de la métadonnée, ce qui va me permettre de faire une transition sur le prochain cas d'usage, mais récupérer de la métadonnée sur notre travail côté data, donc en interne. Des informations sur les flux de données, les flux ETL, des informations sur les dashboards, comment ils sont utilisés, par qui, à quelle fréquence, et des informations Snowflake pour comprendre la qualité de données sur les tables, sur les tables qu'on récupère, la cohérence, la fiabilité de ce qu'on utilise. Alors, un autre cas d'usage qui est très simple côté BI, c'est la visualisation de données. Mais là, alors, ça peut se faire à des fréquences ou à des degrés de complexité variés. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner à chaque utilisateur un petit peu d'autonomie dans l'observation, le monitoring de ces informations. En l'occurrence ici, ce sont des informations de température et humidité. L'ambiance est assez critique puisqu'on travaille sur du vivant. Donc il s'agit de minimiser les variations, les différences trop importantes de température et d'humidité, et puis de maintenir des conditions nécessaires à la bonne vie de nos larves et de nos mouches. Donc ici, on peut, avec Power BI, avec Matillion, avec Snowflake, faire tout un tas de choses. On peut à la fois faire de la visualisation en temps réel pour afficher les données de manière brute dès qu'elles sont disponibles et permettre dans l'entrepôt, par exemple, aux opérateurs de prendre des actions immédiates. Ça nous permet aussi de les retraiter à la volée, pas forcément en temps réel, mais aussi d'avoir un petit peu de recul sur la manière dont la température, l'humidité, les conditions d'ambiance sont maintenues et comment nos actions vont influer sur ces variations. Donc il y a aussi des retraitements ou des croisements avec d'autres sources de données qui ne sont pas uniquement de côté capteur, mais aussi des données qui proviennent d'autres systèmes, des automates de ventilation, par exemple, ce genre de choses. Donc aussi très intéressant côté visualisation, on peut faire beaucoup de choses dans Power BI, avoir une visualisation de l'usine, de l'entrepôt avec les différentes zones. Et ça, c'est un aspect qui est très tangible et qui a eu beaucoup d'impact aussi côté métier. Alors, je vais juste me permettre une question ici, parce que tu parles de besoin de monitoring. On est bien sûr dans un contexte industriel, et tu as fait un commentaire sur le quasi-temps réel. Ça implique quoi? C'est quoi le délai de temps et surtout le besoin en réactivité qu'a Innovafeed sur ce genre d'indicateur? Alors, il y en a plusieurs. Donc, soit on peut se connecter vraiment en temps réel depuis Power BI à une source de données. Ça peut être Snowflake, mais ça peut être aussi la base de données qui est à l'usine et qui collecte les informations de capteurs à la seconde près, ou en tout cas avec un temps de latence très réduit, inférieur à la minute. D'accord. Ensuite, il va y avoir des besoins qui ne nécessite pas forcément de temps réel, en tout cas de visualisation instantanée, mais qui va être toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, pour ne pas être submergé non plus d'informations et qui vont être gérées plus par des outils comme Matillion, avec la possibilité de croiser et d'enrichir l'information au passage de manière plus importante. Mais on est d'accord, Matillion étant un ELT, n'a pas vocation à être dans ce contexte de temps réel. C'est pas une limitation, l'outil n'est pas fait pour. Donc il y a cette multiplicité de cas d'usage et de possibilités qui est proposée du coup aux personnes en usine, grâce à ces différents outils. Exactement, et tout l'intérêt, c'est d'offrir avec Power BI cette plateforme où tout ce qu'il y a derrière, c'est transparent. Qu'on soit en temps réel ou pas, il faut que l'information soit cohérente, c'est-à-dire qu'elle provienne de Matillion ou qu'elle vienne de manière brute. Là-dessus, il faut qu'on ait des moyens assez simples de présenter la même information et de s'assurer qu'on a la même source de vérité. Mais ensuite, l'idée, c'est vraiment de proposer la plateforme la plus simple et flexible aux équipes d'ingénierie, de production ou d'excellence opérationnelle, par exemple. Et après, ce qui se passe sur la partie immergée de l'iceberg, effectivement, on a plein de possibilités grâce aux outils qu'on utilise. D'accord. Donc un autre cas d'usage encore, et c'est très lié à ce qu'on avait avant, et là c'est quelque chose que fait Matillion de manière très très simple. Il ne s'agit pas de temps réel, c'est plutôt le fait de pouvoir alerter une fois toutes les heures, par exemple,
les équipes opérationnelles s'il y a des dépassements de température, s'il y a des événements sur lesquels il faut porter une attention immédiate ou en tout cas à la journée ou à la semaine. Donc on a différents job matillons qui permettent de repérer un peu sous certaines conditions l'apparition de ces événements. Ça peut être des événements sur l'ambiance, ça peut être des événements sur certaines machines, ou en tout cas le comportement de certaines machines. Et ces événements vont être ensuite poussés sur différents canaux. Sur Power BI, si on a des écrans dans différentes zones, donc on peut les visualiser, mais aussi sur Slack ou par email pour notifier les différentes équipes et escalader si nécessaire le problème à différents niveaux en fonction de plusieurs conditions. Donc là-dessus, Mathillon a été très souple, très simple à mettre en place pour à la fois se connecter aux sources de données et pousser l'information en dehors de Snowflake vers d'autres canaux. Donc voilà un petit peu les différents cas d'usage qui sont chez nous. Et puis pour terminer, un dernier point aussi que certains membres de l'équipe ont développé là, ces derniers mois, c'est le fait, donc on a un nombre croissant de sources d'informations, on a un volume croissant de données, et donc l'entrepôt de données s'enrichit de plus en plus avec des nouvelles tables, avec des nouveaux champs, avec des nouvelles informations, et on ne veut pas perdre la visibilité sur quelle table correspond à quoi, quelle information est contenue à l'intérieur, et surtout quelles sont les dépendances. Donc non seulement pour faciliter le développement, et si on a des modifications à faire, ce qui arrive très fréquemment, comme le disait Ariel, on modifie les process, on change les process opérationnels, et donc ça a un impact sur la partie data. Ça, on le fait très régulièrement, et il faut qu'on puisse gérer les effets de bord éventuels. La possibilité de pouvoir récupérer des données donc de Mathillon, de Power BI ou de Snowflake nous permet d'avoir vraiment la vue exhaustive sur la vie d'une information depuis sa provenance jusqu'à vraiment au bout de la chaîne, et d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir faire un catalogue de données et de pouvoir voir un petit peu la vie de la donnée et documenter de manière automatisée. C'est aussi ça la forte valeur ajoutée, c'est de faire ça de manière automatique, et s'il y a un nouveau champ qui puisse apparaître automatiquement sans avoir besoin de le renseigner manuellement. Donc ça, c'est plutôt un outil qui est utilisé en interne côté data, mais qui va aussi beaucoup nous apporter de valeur, puisqu'on va avoir une forte gouvernance, et la fiabilité de données, c'est un sujet qui est assez critique et sur lequel on est de plus en plus sollicité. Bien sûr. Parce que ce qui est intéressant de voir dans tous ces différents cas d'usage, c'est la manière organique dont les choses se construisent. Et on voit cette notion plutôt de start-up dans la manière de penser ses besoins et de les mettre en œuvre derrière. Ce qui est intéressant aussi avec le data cataloging, c'est qu'on peut faire le chemin inverse et faire du data lineage, et puis ça ouvre à plein de possibilités, déjà pour l'équipe data, mais j'imagine à terme pour tout le monde. Oui, effectivement, la cible d'un outil comme celui-là, c'est de pouvoir offrir à l'utilisateur qui regarde un dashboard la possibilité de choisir une information et de comprendre la règle de gestion qui est appliquée, d'où l'information provient, comment elle a été retraitée, et avoir une confiance qui est maximum sur l'information qui est présentée. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup Olivier pour le partage de ces besoins du coup et de ces cas d'usage plutôt côté business intelligence et analytique décisionnelle. On va du coup revenir vers Ariel, qui a une petite pause d'un petit quart d'heure. Voilà, elle est en pleine forme maintenant, plein de dynamisme, pour parler d'un cas d'usage alors que j'ai pu découvrir par ailleurs lors d'une autre présentation, qui est le cas d'usage Order to Cash. Donc si on peut juste permuter le partage d'écran pour permettre à Ariel de présenter. Tu as des choses à présenter, je crois, Ariel, là-dessus. Oui, non? Oui, tout à fait. Super, l'écran est là, voilà, j'étais plus sûr. Parfait, merci Thomas. Du coup, à quel besoin répond-on avec ce projet Order to Cash? Donc, Order to Cash, c'est un projet au sein d'Innovafeed pour mettre en place un outil et le process adapté pour la gestion des commandes et d'expédition de nos produits finis. Donc, on produit, je vous disais tout à l'heure, de la farine, de l'huile, et on produit également de l'engrais. Et là, sur ce projet-là, on a essayé de mettre en place un outil pour faciliter la gestion de ces expéditions. Okay.
Donc, on a choisi d'utiliser un des outils de la Power Platform qui s'appelle Power Apps, qui est une plateforme low-code qui permet de designer des applications. Et en fait, on a choisi d'utiliser un de ces outils Microsoft parce que ça nous permettait de développer à court terme un outil qui allait nous faire gagner énormément de temps, en sachant que jusque-là, on travaillait avec des fichiers Excel. Plusieurs équipes devaient se coordonner, l'équipe commerciale et l'équipe de production sur plusieurs sites pour définir à quel moment, pour quel client, sous quelle forme le produit allait être expédié. On retrouve donc tous les aléas qu'on a cités tout à l'heure sur le pourquoi on a besoin d'une solution plus robuste. Exactement, exactement. Et cette solution sur Power Apps nous permet également à la fois d'être robuste et d'être flexible, puisque développer in-house et donc pouvoir évoluer si on n'était pas encore stable sur notre process interne d'expédition. Très bien. Donc, je vais revenir sur 3, on va dire, fonctionnalités phares de cette application. La première, c'est la définition d'un workflow de rôle et de responsabilité. Jusque-là, effectivement, on a le responsable commercial qui est en lien avec le client, on a le responsable de prod qui définit les produits qui vont être expédiés, on a des assistants sur site qui vont préparer, mais l'enchaînement des activités n'est pas forcément clair et il y a une forte charge mentale de savoir si la personne qui devait réaliser l'action avant elle l'a faite ou non. Et donc, on a une énorme perte de temps d'aller vérifier l'information, de la réécrire à plusieurs endroits, etc. Donc, la première chose qui a été faite, c'est de définir clairement les étapes qui mènent à l'expédition d'un de nos produits finis et de définir clairement les rôles et les tâches au sein de l'application qui doivent être réalisées. Et Power Apps nous permettait donc de définir enfin, il y a un peu de code derrière, hein, mais de façon assez rapide, on a pu mettre en place le workflow et des écrans qui sont parlants pour les utilisateurs. Chaque utilisateur sait s'il a quelque chose à faire ou non sur une commande donnée. D'accord. Par exemple, ici, vous avez la page d'accueil, où on a l'utilisateur BizDev, donc les commerciaux qui sont connectés, et ils savent que sur les 2 premières lignes, ils ont une action à réaliser pour ces commandes-là. Par contre, ils n'ont rien à faire sur les autres. Je me serais connectée sous un autre rôle, ça aurait été une autre présentation avec des actions à réaliser. On a également mis en place des notifications par email pour indiquer aux personnes qui avaient des actions en retard ou des actions qui allaient venir, qu'il fallait qu'ils se connectent à l'application. Tout ça, ça a permis un énorme gain de temps pour les équipes concernées en clarifiant ce workflow et les attendus de chacun à chaque instant. Donc, si je résume, on est parti d'un workflow avec des fichiers qui étaient soit partagés, soit transmis par la chaîne email à, au final, une application centralisée qui permet par workflow de gérer qui intervient à quel moment avec des notifications et ce genre de choses. Exactement. Et le fait que ça soit une application unique, avec une base de données unique, a également permis d'avoir un accès à la traçabilité à tout instant pour chaque utilisateur. Donc, on a notamment un écran, donc pas besoin de se connecter sur une base de données pour un utilisateur lambda, mais via l'application, d'aller voir l'historique des commandes en cours ou déjà archivées, d'aller voir l'historique des documents qui ont été envoyés aux clients et de toutes les actions qui ont été réalisées pour mener à cette expédition. Ça a été également un gain de temps, enfin, pas un gain de temps, mais très apprécié des équipes, d'avoir cette visibilité sur l'historique de ce qui s'est passé sur une commande. Ce qui paraît indispensable lorsqu'on travaille avec. Clairement. Et le troisième point que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça a été là où il y a eu le plus gros gain de temps, ça a été l'automatisation de certaines tâches, notamment la génération de documents qui se fait en automatique. Lorsqu'on prépare une expédition, il y a un certain nombre de documents douaniers ou de transport ou de bons de livraison qui doivent à chaque fois être réalisés avec les informations qui ont été rentrées et qui concernent la commande, mais qui a toujours le même format.
Et donc, on a pu automatiser cette création de documents en utilisant Power Automate et Power Apps pour que l'utilisateur n'ait plus qu'à cliquer une seule fois et qu'il n'y ait pas de risque d'erreur en réécrivant plusieurs fois la même information. Une autre automatisation, ça a été la fusion de documents qui ont pu être téléchargés sur l'application. L'idée étant, encore une fois que les documents ont été générés, il faut les imprimer pour les attacher à l'expédition qui va partir. Jusque-là, la personne devait aller chercher dans dossier numéro 1, dans dossier numéro 2, dans dossier numéro 3, les différents documents. Là, on s'assure qu'il n'y a aucun oubli, que ça correspond bien à la commande. C'est automatiquement fait et la personne a tout de suite un PDF unique qu'elle peut envoyer à son client. Pardon, je vais juste me permettre une question parce que tu dis que le PDF est au final téléchargeable, récupérable pour l'impression. Il n'y a pas aujourd'hui d'intégration dans le workflow de l'envoi automatique de ces éléments. Non, pour l'instant, on reste séparé de la boîte mail. Je pense que ça peut se faire, mais on a choisi pour l'instant de rester séparé pour avoir une connexion sur Power Apps qui n'est pas liée à nos adresses email et aux relations clients qu'on peut avoir. Ok, merci. Donc, ce dernier point vraiment a apporté un gain de temps énorme pour les équipes qui travaillent sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut estimer ce gain de temps à 2 ou 3 heures par semaine pour l'équipe concernée. Ça a également apporté beaucoup de connaissances valorisables pour Innovafeed. Pour l'équipe data, en fait, on a poussé, c'est un des plus gros projets Power Apps qu'on ait réalisé à l'époque. Ça nous a permis vraiment de pousser les limites des fonctionnalités et ensuite de pouvoir les utiliser sur d'autres applications. On utilise maintenant Power Apps sur plusieurs ateliers dans les usines de production et on pense également l'utiliser pour d'autres services. Et enfin, ça a été un gain de visibilité, c'est-à-dire qu'on a touché plusieurs équipes. Cette application est utilisée pour faciliter la communication entre l'équipe de production et l'équipe commerciale. Et ça a donné des idées justement à ces équipes d'intégrer ces outils-là pour faciliter d'autres process. Donc, suite à ce projet-là, on a eu plusieurs autres demandes. Et donc, c'était vraiment un projet de succès sur tous les points. Donc, à l'heure actuelle, on va faire une nouvelle version pour intégrer encore plus de fonctionnalités et pour que ça puisse s'appliquer sur plusieurs sites, sur plusieurs produits et continuer ainsi. J'ai plusieurs questions pour toi, Ariel. On va déjà commencer sur Power Apps. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos événements, on parle souvent d'outils analytiques, de restitution, de stockage de données. Power Apps, c'est un petit peu différent. Tu pourrais peut-être en quelques mots dire ce que c'est comme outil ? Oui, donc Power Apps, c'est un outil qui permet, avec très peu de code, de créer une application, donc une application où les gens vont pouvoir aller inscrire une donnée, choisir sur un menu déroulant, télécharger un document, passer une information à une autre personne. Plusieurs personnes vont pouvoir se connecter sur cette application et rentrer différents champs. Donc c'est un outil de collecte de données et de mise à disposition de la donnée pour d'autres personnes qui utiliseraient l'application. Power Apps est relié à une base de données Azure et donc va permettre cet échange de données en direct, en instantané. Si on veut, on peut aussi faire appel à d'autres données qui ne sont pas générées par cette application, qui vont être générées par d'autres applications ou des capteurs ou des automates. Et dans ce cas-là, on va aller un peu plus loin, on va aller prendre ces données de Snowflake, dont Olivier vient de vous présenter, et on va les pousser vers Azure, puis les faire apparaître sur notre application si elles sont intéressantes pour l'utilisateur en l'occurrence. Très bien, donc on était à la recherche d'un outil qui permettait de faire le lien entre de la donnée saisie, faire du workflow et de la restitution de la donnée par après.
pourquoi le choix s'est-il porté sur Power Apps? Il y a d'autres outils sur le marché qui permettent de répondre à cette problématique. Pourquoi ce choix? Encore une fois, c'est un outil facile à prendre en main, ce qui était très important pour nous, et déjà relié à donc la Power Platform, aussi bien sachant qu'on avait déjà du Power BI qui était déployé, permettait une intégration facile avec Power BI et une intégration future avec l'ensemble de la Power Platform qui se révèle assez fructueuse. Donc là, on utilise Power Automate énormément. Mais également, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un ERP Microsoft, donc ce qui va nous permettre une intégration avec nos applications qui ont été déjà développées sur Power Apps, et encore une myriade d'outils de la plateforme Microsoft. Très bien. Tu parlais beaucoup de gains de temps de par ce que tu as mis en place aux différents niveaux de ce processus order to cash. Tu sais quantifier ça aujourd'hui, ce que ça représente comme gain, ou est-ce que c'est encore un petit peu trop abstrait? Non, je pense que essentiellement, alors l'automatisation des documents, c'est quelque chose qui peut s'estimer à 2 ou 3 heures par semaine de gain de temps pour l'équipe. D'accord. Donc c'est très apprécié, oui. Ça fait une journée de travail par mois quand même. C'est pas rien. On va pas, comment dire, s'en plaindre. C'est une bonne chose en effet. Bon, bah super. Merci pour cette présentation du cas Order to Cash Ariel. Parlons maintenant un petit peu moins de l'organisation et un petit peu plus de vous et de l'impact que ce monde de la data a eu pour vous sur vos carrières. Je sais que voilà, vous n'étiez pas parti après vos études dans l'idée de faire ce genre d'activité forcément, mais voilà, j'ai pu comprendre que ça a quand même dessiné certaines opportunités pour vous. On va revenir vers toi, Olivier, dans un premier temps. Comment tu décrirais l'impact de ces projets et de la donnée sur ton avenir et ta carrière? Alors déjà, je viens plutôt de l'autre côté de la barrière. J'ai fait, j'ai 10 ans d'expérience et j'ai fait j'ai surtout travaillé dans la partie conseil où j'étais sur l'accompagnement et l'aide sur des projets BI et décisionnels auprès de clients de différents secteurs d'activité, peu étant industriel, donc ça c'est le premier changement. Et puis une deuxième partie aussi côté édition logicielle, mais c'est la première fois que je suis vraiment côté client. Alors ça a plusieurs côtés vraiment challengeants, mais aussi très positifs. Le principal, c'est de pouvoir mener des projets à long terme. Donc, on n'est pas là pour une mission de quelques semaines ou quelques mois. On est vraiment là, engagé dans le projet et on travaille sur des sujets qui vont durer, qui vont être moyens à long terme et on se sent vraiment investi dans la mission qui est collective, qui est celle d'Innovafeed. Ensuite, sur la partie industrielle que je viens d'évoquer, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Donc, le fait de travailler sur des enjeux data, c'est quelque chose que au travers de mon expérience, j'ai construit au fur et à mesure, mais par contre, la partie industrielle, j'ai eu peu de clients quand j'étais consultant dans ce secteur d'activité-là. Ce qui est génial, c'est que les objectifs, ou en tout cas les livrables, sont très concrets. Ce que vient d'évoquer Ariel ou ce qu'on montrait sur le suivi des données de capteurs, c'est des choses qui vont être utilisées par des équipes, soit des services support, mais qui concernent des stocks physiques, par exemple, ou alors qui vont être utilisés en usine par des opérateurs. Et on va voir vraiment le résultat et la valeur qu'on va apporter au métier. Et ça, c'est super gratifiant. Ce qui est aussi très excitant, c'est de commencer par une page blanche. Innovafeed est encore une jeune organisation. Il y a peu de contexte où on peut se permettre de vraiment commencer à mettre des best practices dès le départ. Et on sent, enfin pas uniquement côté data, mais dans plein de services que c'est très stimulant en fait. On peut commencer par en fait de zéro et ça c'est très alors ça peut être intimidant mais c'est aussi
super excitant. Et puis le dernier point que moi j'aime beaucoup et que je voulais garder en entrant chez Innovafeed, c'est l'interaction forte avec le métier et être le plus proche possible des problématiques opérationnelles. Donc on a beaucoup de clients en interne et on est assez transverse, assez central dans l'organisation puisqu'on va être amené à discuter, à interagir, à collaborer avec beaucoup de services différents. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Olivier. Ariel, je te repasse la main. Même question. L'impact de la data sur ton rôle et ta carrière. De mon côté, je viens du monde industriel. J'ai pas de formation en data ou de passé data. J'ai appris ça chez Innovafeed. J'étais ingénieur process quand j'ai rejoint Innovafeed et donc mon rôle c'était d'aider la production à comprendre ce qui se passait et à améliorer les process pour monter en charge. C'est petit à petit en manipulant que je me suis amusée et que je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup d'automatiser et de rendre la vie des gens plus facile. Et je me suis surtout rendu compte qu'on pouvait vraiment faire une différence avec ces outils et avec tous ces outils qui sont à disposition maintenant et qui sont développés en continu, qu'on pouvait vraiment faire une différence sur les projets. Donc, j'ai l'ambition de continuer, d'une part, à travailler sur des projets à fort impact, comme on a la chance chez Innovafeed, des projets à fort impact qui visent à défendre des valeurs qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi pas, en continuant à amener des nouveaux outils data. J'ai trouvé ça passionnant. Encore une fois, je trouve qu'on a de la chance d'être dans le domaine de la data qui est si foisonnant et innovant. Chaque semaine, on a quelque chose de nouveau qu'on peut mettre en place pour nous faciliter la vie et pour être un vrai levier de changement. Donc, pourquoi pas continuer à utiliser la data sur des projets à fort impact. Ça serait avec grand plaisir. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant de souligner quand même que vous représentez deux populations que tout projet data va retrouver, donc une population data un peu plus technique et une population plus métier. Et ce qui est intéressant dans vos histoires, c'est de voir qu'avec des solutions qui sont impactantes et simples, qu'on arrive au final à un épanouissement des deux côtés. Et je pense que c'est important de le souligner. Et je le souligne pour nos prospects et nos clients qui nous écoutent et tous les autres. C'est important de le retenir. Bon, merci à tous les deux du coup pour vos réponses sur cette question. Dernière question et dernier thème avant de passer aux questions-réponses. Il y a quelques questions dans le chat. On va parler d'avenir. De vos ambitions. Déjà, d'un point de vue projet, vous avez évoqué un certain nombre de choses. On a entendu parler d'un ERP Microsoft, par exemple. Est-ce qu'on peut expliciter quelques projets à venir pour nous donner un petit peu de perspective ? Oui, côté transactionnel, donc on est effectivement en train de compléter et de rendre plus robustes les applications qu'on a développées en 2021 dans les différents ateliers ou pour les services supports qui permettent sont semblables à l'application que je vous ai montrée tout à l'heure sur Order to Cash. L'idée étant de les rendre plus robustes pour ensuite potentiellement les dupliquer sur d'autres usines. Et également la mise en place de logiciels plus poussés et peut-être un peu plus rigides, mais qui vont standardiser un petit peu nos process et les rendre plus propres. La mise en place d'un ERP en ce moment. Donc c'est un ERP de Business Central qu'on déploie pour l'instant sur juste les fonctions finance, achat et vente. Pourquoi pas plus tard compléter avec d'autres modules. Ce projet-là nous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de personnes chez Innovafeed qui sont motivées à l'idée de cette implémentation. Et puis, par la suite, on va se pencher sur la mise en place d'un MES, donc qui va être en fait la suite ou le complément de toutes les applications Power Apps qui ont été développées. Donc, un ou plusieurs logiciels de gestion de nos productions et qui pourra faire le lien avec les données collectées par le RP. Donc, gestion de production, pour ceux qui ne connaîtraient pas
L'acronyme. Ok, super. Merci Ariel. Olivier, de ton côté? Alors beaucoup de projets effectivement en 2022 et après. Il y a 3 axes principalement sur lesquels on va travailler cette année et par la suite. Le premier, c'est sur l'architecture, vraiment industrialiser l'architecture data. On discutait tout à l'heure de temps réel. C'est des choses sur lesquelles on va avancer aussi sur l'interaction avec les équipes IoT, l'ingestion des données en temps réel et en streaming par exemple. Il y a un deuxième axe qui est plus sur la partie gouvernance. C'est lié aussi à l'aspect qu'on voyait dans la présentation de catalogue, d'inventaire de données, de pouvoir s'assurer qu'on ait une fiabilité optimale, une fraîcheur d'information et qu'on soit sûr de ce qu'on présente. Là où parfois il y a des questions auxquelles on répond, mais la qualité de la donnée, c'est assez central, donc ça doit s'accompagner de beaucoup de process et de garde-fous et de contrôle. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on doit mettre en place. Et puis le dernier point, c'est l'interaction avec les équipes de data science. Donc de pouvoir mettre à disposition non seulement la donnée, mais aussi une plateforme pour voir l'apparition de plus en plus d'usages de data science, donc de machine learning, de modèles statistiques, dans différents côtés R&D, production ou autres. Donc il y a ces 3 axes sur lesquels on va progresser. Un qui est plus vraiment interne à la data et 2 autres qui sont de chaque côté de la chaîne, avec l'interaction bien sûr avec les équipes d'Ariel sur la partie opérationnelle. De très belles perspectives. Dernière question, et on va la faire rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, mais en 1 ou 2 phrases, où vous voyez-vous chez Innovafeed dans 3 ans, par ces projets ou par d'autres choses? Est-ce que vous pouvez me décrire la situation que vous imaginez? Ariel. Dans 3 ans, on aura des usines un peu partout dans le monde, en tout cas sur différents continents. Donc, j'imagine l'équipe data, un vrai challenge pour l'équipe data. Avoir encore une grosse équipe en France, mais on aura des équipes sur ces différents sites pour répondre au mieux aux besoins et utiliser la connaissance qu'on aura développée dans les dernières années. Et donc, je pense que ça va être particulièrement intéressant et challengeant de relever ce challenge à plusieurs langues, plusieurs cultures, et essayer de capitaliser sur ce qui a été fait dans les premières années d'Innovafeed. C'est sûr. Merci. Olivier? Ouais, je rejoins Ariel sur le fait d'avoir un écosystème technique et aussi métier qui soit de plus en plus mature et donc une architecture qui soit intégrée, là où, comme tu le disais très justement tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui grandissent ou qui se créent de manière organique. C'est de plus en plus avoir une structure et une visibilité ou une intégration dans les différents sujets. Donc il va forcément y avoir de plus en plus cet effort qui sera fait, et dans 3 ans, je pense qu'on sera encore plus mature que ce qu'on est maintenant. Et puis la réplication des compétences, des bonnes pratiques avec l'ouverture de nouveaux sites et puis l'agrandissement de l'équipe. Et puis bien sûr des recrutements. On grandit assez vite, donc côté data comme dans d'autres services on recrute et donc on espère enrichir l'équipe de nouveaux talents. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par cette aventure, qui n'hésitent pas, ils devraient faire quoi? Ils devraient te contacter toi, aller sur le site Innovafeed, comment ça se passe? Ils peuvent aller sur le site, alors quel que soit le profil, on a des offres qui sont sur notre site internet. Donc ne pas hésiter à déposer une candidature sur la plateforme. Très bien. Et si jamais l'envie prendrait cette personne aussi, Activision recrute également, j'en profite du coup pour le dire, et que tout est sur notre site internet également. Très bien, merci pour vos réponses à tous les deux. Je propose maintenant qu'on ouvre, on a 5-6 minutes devant nous pour les questions qui nous ont été posées. Alors j'ai petit rafraîchissement de mon écran de chat parce que j'ai l'impression que ça ne vient pas en direct. On a quelques questions qui ont été posées. Ouais. Première question qui nous vient d'Arthur, qui nous demande par rapport à un flux hors ELT. Donc c'est une question pour toi, Olivier. C'est l'une des slides que tu aurais présentées. Est-ce que tu as un exemple de flux de traitement de données qui se passe hors ELT que tu pourrais nous expliciter? Alors, il y a le fait que Power BI puisse se connecter directement et recevoir
des informations via une API. Donc, on peut faire ça depuis les capteurs vers la visualisation. Par contre, ce que j'évoquais, ce qu'il faut ce qu'on va intégrer de manière croissante, qui pour l'instant est très embryonnaire, c'est le streaming en utilisant non pas un ELT, puisque c'est pas la vocation de Matignon, mais des outils comme ceux de Microsoft par exemple, comme Event Hub ou autres, pour l'intégration, la gestion et potentiellement aussi la visualisation de données en temps réel. Donc ça, c'est une partie sur laquelle on gagne peu à peu en maturité. Très bien. D'ailleurs, on avait côté Activision fait un live sur un exemple comme celui-là qui concerne comment capter des données d'IoT en temps réel. Donc, n'hésitez pas à regarder ce contenu-là. Et de votre côté, enfin de ton côté, Olivier, je sais que vous poussez Matignon un peu dans ces retranchements et le temps réel n'est pas encore quelque chose de couvert, mais vos efforts sur Matignon ont été reconnus. De mémoire, vous avez été cité, vous n'avez pas gagné, mais vous avez été nommé pour une récompense fin d'année dernière. Tu sais me dire laquelle c'était? Oui, effectivement, on a été nominé, dans les finalistes en tout cas, des clients de l'année Matignon. Donc pour les cas d'usage qu'on développe, qui sont, comme on l'a vu, très très variés. Et on en découvre de nouveaux tous les jours, mais voilà, on a une reconnaissance de ce côté-là. Peut-être qu'avec un de ces nouveaux cas, passe l'étape supérieure et on peut gagner. J'espère. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Voilà, très bien. Alors, il y avait une autre question également posée par Arthur, mais je constate que on a Julien qui a déjà répondu, Julien qui est intervenu sur le projet, je crois, côté InnovaFeed, qui s'est permis de répondre directement, mais je vais quand même vous donner la possibilité de répondre en direct sur la question de stockage d'informations dans le Data Warehouse ou la base de données fermée. Je vais poser la question directement. Peut-on stocker les infos dans le Data Warehouse ou la base de données est-elle fermée pour Power Apps? Non, tout à fait. On peut stocker les données dans le DataWare. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Justement, tu faisais référence au fait que Power Apps se connectait à Snowflake. Oui. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles c'était déployé. Bien sûr, Snowflake et Azure ne sont pas les deux seuls environnements dans lesquels on peut inscrire cette donnée. On peut l'inscrire bien sûr sur du on-premise également, sur les bases plus classiques, etc. Très bien, je suis arrivé au bout des questions qui sont dans le chat. Très bien. D'ailleurs, si vous en avez encore, n'hésitez pas, on a encore 2 petites minutes. Sinon, côté Olivier Ariel, est-ce que vous aviez des choses que vous souhaitiez préciser ou ajouter à ce qu'on s'est dit? Je regarde mon script, j'ai tout dit, c'est bien. C'est pas mal. Juste un mot pour remercier de notre présence aujourd'hui et puis sur la contribution forte qu'a eu Activision dans les différents chantiers qu'on a évoqués sur les différentes couches, donc avec des experts Matignon, Snowflake, Power Apps. Ariel et moi, on a travaillé étroitement avec les équipes et je parle en ton nom Ariel, mais on a beaucoup apprécié l'interaction avec les consultants chez vous. Ça fait plaisir de l'entendre, merci beaucoup. Et s'ils n'écoutent pas en direct, on leur relaiera le message d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bon, je fais un dernier petit check. Hop, un petit rafraîchissement. C'est fait. Est-ce qu'on a encore des questions? Non, je pense que c'est bon. Arthur dit merci pour la réponse, Olivier. On va du coup conclure. C'était notre live Activision avec InnovaFeed sur la data au cœur des processus et des décisions. Nous espérons que cette session a répondu à vos attentes, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez plus de questions, l'intérêt peut-être pour les solutions qu'on a évoquées ensemble aujourd'hui, donc Matignon, Snowflake, Power Apps, etc. de Microsoft, ou l'analyse de données, nos services en général, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet activision.com ou via la page sur laquelle vous êtes aujourd'hui. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à toute l'équipe technique qui a œuvré fort pour permettre à ce live d'exister. Ils sont c'est Thomas Bombanger. Merci à toi Thomas. Merci également à mes invités du jour, Ariel et Olivier d'InnovaFeed. N'hésitez pas à engager avec eux, avec nous sur LinkedIn et partout où nous nous trouvons. On se fera un plaisir d'engager avec vous. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis en cette fin de matinée.
dans l'attente de vous retrouver lors d'un prochain live. Je suis Martin Ly pour Actine Vision. Prenez soin de vous et bon appétit.